Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. On va reprendre notre séance et on va parler dans ce deuxième temps de l'après, disons, de l'après-soulèvement, de l'après-révolution. Quel scénario, quelles possibilités, quels mécanismes par rapport à des réformes ou des changements radicaux du système. C'est vrai qu'il est un peu tôt de parler de l'après parce qu'on est toujours dans un processus révolutionnaire qui peut durer. Il peut y avoir des chutes, un essoufflement, puis une reprise de la mobilisation. Il y a encore beaucoup de difficultés. Le système en place n'est pas sans atout. Il y a toujours des formations politiques qui le défendent, qui sont assez puissantes et qui arrivent à mobiliser. Évidemment, Hezbollah, mais il y en a d'autres. Il y a le rôle des banques, il y a la peur d'une crise financière qui pourrait également créer d'autres dynamiques et d'autres difficultés. Puis il y a en même temps cette volonté d'une grande partie de la jeunesse libanaise et des moins jeunes de continuer dans leur mobilisation. Presque 2 mois maintenant, il y a toujours des milliers de gens qui de temps à autre occupent les places publiques. C'est vrai, comme il a été dit dans la première séance, dans un mouvement pour la première fois qui est décentralisé au niveau géographique, donc démographique, mais également au niveau de son leadership, qui n'apparaît pas comme un leadership central, qui échappe à jusqu'à maintenant une logique de vouloir monopoliser ou imposer une hégémonie ou un seul programme ou un seul discours. Cela est une richesse pour le moment. Ça peut être parfois lors de négociations, lors de décisions, une faiblesse également. Mais l'énergie qu'on a découverte depuis le 17 octobre est surprenante à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la participation des femmes, qui va au-delà maintenant de la question des droits des femmes pour des agendas vraiment féministes où on parle de la question de la nationalité, de la question du patriarcat, de la nécessité de finir avec une série de lois qui imposent une discrimination envers la femme libanaise. Pour la première fois, les slogans antiracistes et les slogans qui refusent tout racisme fait aux Palestiniens, aux Syriens, aux travailleurs étrangers au Liban est également présent dans la rue et scandé cette fois par des foules et pas seulement par des groupes de militants ou par une certaine élite intellectuelle. Donc beaucoup de changements se produisent aujourd'hui, que ce soit au niveau des slogans, au niveau de la mobilisation, de la coordination, des débats publics et des agoras dans les espaces occupés par les citoyens et citoyennes. Et tout cela nous amène à un certain espoir, même s'il y a beaucoup de difficultés. Et je pense que durant cette séance, on va parler de ces difficultés-là. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel et de possibilités. Donc, pour commencer tout de suite, je vais inviter notre première intervenante, Sarah Haïdar, à ma gauche, qui est doctorante en droit constitutionnel et qui travaille surtout sur les démarches de réforme constitutionnelle en Tunisie, Égypte et Maroc, donc Tunisie, Égypte depuis les révolutions, et le Maroc récemment, qui a essayé peut-être aussi d'anticiper des contestations ou de poursuivre une démarche de modification constitutionnelle. Et à partir de ces expériences-là, elle va nous parler de ce qu'on peut faire au Liban au niveau constitutionnel et notamment au niveau de comment inclure la lutte contre la corruption, qui est une des principales luttes dans le pays aujourd'hui, dans une démarche de réforme constitutionnelle. Après Sarah, on va écouter Alex Aïssa. Alex est enseignant à Sciences Po et il est politologue. Il va peut-être donner des scénarios qui ne sont pas tout à fait positifs, mais ça pourrait également susciter un débat et des questions. Et enfin, Nour Kilzi, à ma droite, va parler, qui est doctorante en droit international, va parler de certaines idées, de projets d'un Liban, peut-être qu'elle souhaite voir émerger. Donc, je laisse la parole à Sarah Haïdar. Vous avez le micro? Oui.
Mon sujet de thèse porte sur les constitutions arabes et la lutte contre la corruption. L'idée que je défends dans ma thèse, c'est l'émergence d'un droit constitutionnel spécifique à la lutte contre la corruption. Comme vous le savez, la Tunisie et l'Égypte ont connu, après le printemps arabe, de nouvelles constitutions. L'attribution d'une valeur constitutionnelle à plusieurs dispositions venant renforcer la lutte contre la corruption s'apparentait donc à une aliénation du pouvoir face aux demandes des citoyens qui se sont déplacés dans les rues pour montrer leur colère et leur insatisfaction envers les régimes autoritaires qui ont gouverné leur pays. Donc, quelles sont aujourd'hui les dispositions constitutionnelles ou mécanismes constitutionnels, selon la conception anglaise, qui sont spécifiquement dédiés à la lutte contre la corruption? On retrouve dans les textes constitutionnels de ces pays une nouvelle interprétation du principe de séparation des pouvoirs, déjà pour renforcer le pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif. Oui. Je vais ralentir. Donc. Certaines constitutions donc, viennent reconnaître une valeur constitutionnelle à la stratégie nationale de lutte contre la corruption, comme en Égypte. Ce forme de stratégie, normalement, on ne le voit pas dans les constitutions. Il y a aussi, on a mis en place des instances indépendantes spécialisées dans la lutte contre la corruption. Je cite l'instance de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en Tunisie, l'instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption au Maroc. Je dis que c'est une forme d'instance ou de stratégie, normalement, doivent être prévues par des lois. On voit ces formes d'instances dans les constitutions. Donc, toutes ces constitutions consacrent également le droit d'accès à l'information. On trouve aussi une référence à certaines notions comme la déclaration du patrimoine, l'interdiction de cumul des mandats entre certaines fonctions publiques, au recouvrement des avoirs, la Constitution égyptienne surtout. Ces dispositions donc sont accompagnées d'une évolution au niveau de la justice constitutionnelle. On a vu le remplacement des conseils constitutionnels par des cours constitutionnels, également en Tunisie et au Maroc. L'expansion des mouvements de révolte sur les différents territoires géographiques du Moyen-Orient a été traduite donc par une influence mutuelle entre les différentes constitutions. L'instance indépendante spécialisée dans la lutte contre la corruption, initiée au Maroc, a influencé le constitution tunisien, par exemple. Mais en fait, je considère que dans tous les cas, durant ces phases critiques, c'était la société civile qui a pris le relais en matière de lutte contre la corruption. Au niveau du Liban, la société civile libanaise doit être plus organisée. On peut donner déjà comme modèle la société civile tunisienne. J'ai eu la chance d'être déjà en Tunisie et j'ai rencontré les jeunes qui font part de l'ONG iWatch. Qui est devenu après un chapter de transparence internationale. Ces jeunes, ils ont autofinancé cette organisation qui, aujourd'hui, c'est elle qui est à l'origine des plaintes liées à la lutte contre la corruption, surtout la plainte qui a été formée contre Shahid pour corruption, aussi celle qui a été formée contre Nabil Karaoui, candidat aux élections présidentielles. Au Liban, on a besoin d'un organisme pareil, qui est formé de jeunes, dynamiques, et qui vraiment prend le relais, qui sont éduqués au niveau des lois, du droit, pour pouvoir vraiment avoir des réformes pertinentes. Le Liban, où est-il au niveau de la lutte contre la corruption? Selon l'indice de perception de la corruption de Transparence internationale, le Liban occupe le 108e rang sur 180. Ce sont ces statistiques de 2018. En 2017, c'était un record, on était au 143 rangs. En moyenne de 2003 jusqu'en 2018, on avait une moyenne de 115. Donc, déjà, si on voit cet indice, le Liban il est très mal situé. En avril 2018, une stratégie nationale de lutte contre la corruption a été adoptée sous la direction de la ministre du Développement de l'administration publique, Inaya Azzeddine. La présentation de ce texte a été réalisée sous le patronage des 3 dirigeants, le président de la République Michel Aoun, le premier ministre Hariri et le président de l'Assemblée nationale Berré. Mais peu d'actions vraiment ont été réalisées depuis la mise en place de cette stratégie. En plus, cette dernière n'a pas été accompagnée d'aucune loi vraiment qui était efficace et ciblée. En fait, selon le directeur du programme anticorruption du bureau régional de l'UNDP, Arkan Siblani, l'obstacle majeur auquel fait face notre système juridique libanais ne réside pas dans l'absence de lois spécifiques. En fait, c'est ça ce qui est important à savoir. Qu'au Liban, c'est pas qu'on a les lois, mais elles ne sont pas appliquées.
Mais les lois, déjà, nos lois, ils ne sont pas vraiment efficaces. Par exemple, la loi sur le conflit, la loi sur les lanceurs d'alerte, elle n'est pas encore été exécutée. La loi sur les conflits d'intérêts n'existe pas. La loi sur l'accès à l'information publique, qui est rentrée en vigueur en 2017 aussi, elle n'est pas efficace. La loi sur la déclaration du patrimoine et l'enrichissement illicite ils sont pas efficaces. L'application de certaines dispositions de ces lois, ils sont subordonnés à la mise en place d'une commission nationale de lutte contre la corruption. Et je vous dis que cette commission, elle n'est pas encore entrée en la loi qui doit normalement instituer cette commission n'a pas encore entré en vigueur parce qu'il y a un conflit sur la confession de la personne qui va présider cette instance. Donc s'ajoute également la faiblesse des dispositifs et mécanismes des organes de contrôle administratif et du corps judiciaire pour la détection, le suivi de l'origine des avoirs, surtout dans la phase d'enquête judiciaire. Donc ces séries de réformes ne traduisent pas la volonté des dirigeants politiques de mettre fin à la corruption. Elles sont essentiellement conçues pour répondre à un engagement des dirigeants du pays vis-à-vis des donateurs de la conférence de Paris, CEDRE. Donc, c'est pour cette raison déjà qu'on sait pourquoi ces lois ne sont pas efficaces. Ils ont été adoptés dans la vitesse juste pour satisfaire donc, aux exigences de CEDRE. Je vais parler aussi d'un sujet qui est important, je considère que c'est très important. Il est quasiment évoqué tous les jours dans les médias, dans les discours politiques, le sujet du recouvrement des avoirs illicites. C'est quoi le mécanisme de recouvrement des avoirs illicites? Ce principe, on le retrouve dans la Convention de Mérida, Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Le Liban a adhéré à cette convention le 22 avril 2009. Il y a tout un chapitre, le chapitre 5, qui est dédié au recouvrement des avoirs illicites. Chaque année, les dirigeants corrompus dans des pays pauvres détournent environ 40 milliards de dollars et placent ces avoirs illicites dans des places financières internationales ou en investissement dans des pays étrangers. La Convention exige que des États parties qu'ils restituent les biens confisqués à un État partie requérant. Les modalités d'exécution de cette obligation donc, va dépendre des infractions à l'origine de ces avoirs illicites. En France, malheureusement, le droit français ne prévoit aucune règle interne relative à la restitution intégrale à un État étranger de biens confisqués. Donc la France ne prévoit pas de règles qui permettent la restitution intégrale des biens. La confiscation des produits de la grande corruption localisés en France emporte le plus souvent transfert total ou partiel au profit de l'État français. Transparence internationale propose l'introduction d'un dispositif d'affectation des avoirs illicites. En cas d'adoption d'un tel dispositif, il pourra avoir des restitutions de certains avoirs, surtout pour l'affaire des biens mal acquis, cette affaire très connue en France, pour les avoirs aussi du clan Ben Ali. La Suisse tient comme elle est en fait l'État modèle au niveau de la législation concernant le recouvrement des avoirs illicites. Elle est reconnue sur le plan international comme pionnière en matière de restitution de ces fonds. Déjà dans les années 80, avant même la Convention de Mérida, elle offrait une coopération judiciaire aux États victimes. L'affaire la plus connue était celle de l'ancien chef d'État des Philippines, Ferdinand Marcos. Elle avait gelé 300 millions de dollars en l'absence de demande d'entraide judiciaire de la part des Philippines. Le système juridique en matière de recouvrement des avoirs illicites en Suisse il est en évolution constante. Une nouvelle loi a entré en vigueur en 2010 qui permet la restitution des avoirs patrimoniaux d'origine illicite des personnes politiquement exposées, c'est-à-dire les personnes qui ont détenu des fonctions publiques dans leur pays d'origine ou bien leurs membres de famille. Cette loi autorise les autorités suisses à confisquer de manière autonome des avoirs illicites, et cela dans le cas où l'État d'origine n'est pas capable de mener une procédure d'entraide judiciaire, ce qui nous ramène au Liban, ce qui est le cas. Que je doute vraiment que le Liban va mettre en place, va déjà demander une entraide judiciaire pour restituer les avoirs illicites. Et donc, c'est surtout dans les cas des pays qui connaissent des défaillances au niveau de leurs institutions.
Merci beaucoup, Sarah. Je pense qu'on aura des questions sur cette question de lutte contre la corruption et comment faire si jamais il y a des biens à l'étranger, comment les restituer à partir de ce qu'on a comme cadre judiciaire, France, Suisse et ailleurs. Je pense que les Panama Papers ont évoqué pas mal aussi de personnalités libanaises ou de compagnies. Donc il y a un grand travail à ce niveau, mais le travail, comme vous avez dit, commence par des initiatives aussi de la société civile libanaise. Et il y a déjà quelques initiatives qui se mettent en place. On pourra en parler. Je laisse la parole à Alex Aïssa. Bonsoir. Mon discours sera moins technique et beaucoup plus généraliste. Donc je ferai de mon mieux, que ce soit clair. Et je vais commencer par mentionner les obstacles de la révolution. Et je vais commencer par parler de la désintégration, à la fois par le haut et par le bas de l'État libanais. Donc déjà, si on parle de la désintégration par le haut, c'est parce que l'État libanais n'arrive pas à accomplir ses fonctions, qui résident surtout dans le fait d'assurer la sécurité de la population et le bien-être, ainsi que le besoin minimal, ce que font les autres pays. Il ne faut pas oublier également que ceux qui sont au pouvoir au Liban, donc ceux qui composent l'État libanais, sont ceux qui empêchent le bon fonctionnement de l'État libanais. Et ceci au vu que chaque parti politique a sa propre milice armée, et au vu de la composition du système politique libanais, que ce soit le confessionnalisme, le clientélisme ou le néopatriarcat, aboutit à ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme partisans, comme sympathisants des partis politiques, qui voient en leur chef la figure du père qui peut assurer sa sécurité, son bien-être, plutôt que l'État libanais en soi. Donc c'est un premier obstacle face auquel la révolution doit trouver une solution. Concernant la désintégration par le bas, il s'agit du peuple libanais même, parce qu'il n'est pas malheureusement assez uni, et on l'a vu que ce soit à travers la guerre civile ou ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est le fait également qu'il y a certains qui ont beaucoup plus d'allégeance et d'appartenance à leur communauté religieuse, beaucoup plus qu'à la nation libanaise. Si l'on veut être un peu plus optimiste, on peut dire qu'enfin, la révolution qui a eu lieu a montré que le peuple, même s'il n'est pas en totalité uni, au moins la moitié, voire plus, l'est aujourd'hui, et a décidé de s'éloigner des problèmes confessionnels, des problèmes, je dirais, que nos chers politiciens au Liban veulent nous créer pour vraiment pouvoir mieux régner. Et il faut également faire attention à la manipulation de la révolution. Et donc, il faut avoir vraiment un projet clair et bien défini. Quelles sont les attentes donc, du peuple qui est dans la rue? Quelles peuvent être vraiment les revendications? Il ne faut pas oublier que comme dans chaque événement qui peut avoir lieu, il y a certains qui veulent essayer d'en tirer profit. C'est le cas de certains partis politiques qui ont décidé de joindre la révolution pour leur propre projet politique, mais ainsi des partis qui sont contre la révolution et donc qui sont toujours au pouvoir et qui essaient toujours, à n'importe quel incident qui a lieu, de décrédibiliser la révolution en essayant d'accuser certains et d'autres d'espionnage, de trahison, ce que vous voulez. Et ils envoient leurs propres militants pour vraiment essayer de réprimer les démonstrations, les manifestations. Et donc c'est pour cette raison que le peuple doit vraiment avoir cette idée vraiment bien claire en tête pour pouvoir vraiment rester unis et essayer de ne pas créer encore plus d'incidents qui peuvent vraiment avoir plusieurs chefs, si l'on peut dire, au sein même de la révolution, avec plusieurs projets qui peuvent différer les uns des autres, et vraiment avoir un projet bien construit, bien défini, avec vraiment une idée de ce qu'ils veulent faire après la révolution. Et là, je dirais qu'il faut être également réaliste, parce que les oligarques qui sont au pouvoir depuis des décennies au Liban ne vont pas vraiment céder la place à une nouvelle génération qui veut vraiment changer la situation. Et donc, dans les attentes et dans les réclamations du peuple, il faut prendre en considération que les politiciens qui sont depuis, je dirais, le mandat français, voire avant pour certaines familles, vont tout faire pour rester au pouvoir. Et donc, s'ils ne vont pas nommer leurs fils ou leurs proches, ils vont toujours nommer des gens qui sont proches. Et donc, c'est là également qu'on va vraiment... Donc, lorsque le peuple demande un gouvernement de technocrates, il n'a pas tout à fait tort parce qu'on a besoin de gens qui peuvent
apporter du nouveau, un renouvellement politique, un renouvellement moral, au vu de la corruption que ma chère Sarah vient de mentionner. Il faut également, donc, je ne sais pas si je dois employer le terme reconstruction ou restructuration de l'identité nationale et étatique libanaise. Et donc ça commence déjà par écrire une histoire commune, notamment après la guerre de 75. Et c'est là où on peut vraiment tourner la page après tout ce qui s'est passé durant la guerre. Il faut également abolir le confessionnalisme, comme c'est indiqué déjà dans l'article 95 de la Constitution, qui date de 1926. Il ne faut pas l'oublier que la Constitution libanaise date d'environ 100 ans. Et donc la réalité politique aujourd'hui ne correspond pas à la réalité d'il y a 100 ans. Et le plus important, c'est l'éducation. Malheureusement, dans l'éducation libanaise, dans les écoles, par exemple, la matière d'éducation civique et civile est très mal enseignée. Alors que pour moi, tout doit passer par cette éducation-là. Donc, et malheureusement, le peuple libanais, dans ses pratiques quotidiennes, et non seulement politiques, s'est habitué à la corruption, au clientélisme. Et donc à cette division même également au sein de la population pour pouvoir faciliter les tâches à chacun. La population a recours à son dirigeant politique plutôt à une bonne gouvernance. Et là, je vais juste m'attarder pour parler un peu du PNUD dont Sarah a mentionné, par exemple, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui est censé lutter contre la corruption, mais qui entre dans cette logique de corruption pour pouvoir rester sur le territoire libanais. Cela a fait l'objet de mon mémoire de recherche de master il y a quelques années. Le bureau régional. Et donc, je dirais que si l'on veut vraiment avoir une bonne révolution, il faut avoir un projet bien construit, bien défini, il faut rester uni. Et le plus important, c'est qu'il faut être patient. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on veut vraiment avoir ce qu'on peut, mais il faut toujours garder espoir, être ferme sur les demandes qui doivent être vraiment bien construites et constructives. Et ensemble, on peut le faire. Tant que le peuple libanais est toujours uni, ne doit pas avoir des soucis face aux menaces des uns et des autres. Et je pense qu'on est tous là parce qu'on a envie d'avoir un changement. Donc je vous remercie de votre présence. Merci. Merci Alex. On peut évoquer les thématiques qui ont très rapidement été mentionnées, la question de rédiger une histoire commune des Libanais, la nécessité de travailler sur les programmes de l'éducation nationale, la reconstruction d'une identité nationale libanaise, et puis les dynamiques au niveau du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, son union, sa diversité en même temps, et la réalité des choses qui fait que pas tous les Libanais soutiennent le mouvement, mais il a quand même une grande légitimité dans la rue et au sein de certaines générations et peut-être classes sociales. Et on doit, je pense, revenir à tout cela dans la discussion et dans l'élaboration un peu plus tard. Je laisse la parole à Nour, qui va peut-être aller dans plus de détails par rapport à quelles réformes, quels changements on essaye d'avoir. Merci. Alors, en très bonne juriste, il y a une question, je réponds à la question. La question de cette séance, c'est les perspectives de l'après-soulèvement. Et donc, la première étape pour un juriste, c'est de constater les faits. Dans les faits, c'est ce qui a été fait dans le panel, dans la table ronde juste auparavant. On a constaté l'anatomie d'un système en faillite, la faillite à tous les niveaux, économique, social, et même du système politique, même si l'effondrement de ce système reste moins évident, comme l'a dit M. Majed, il y a encore des structures qui tiennent. Et il ne faut pas penser que ça ne tient pas du tout. Mais ça s'effondre quand même de l'intérieur. Parce que tout simplement, il y a tout cela a une cause très claire, c'est la crise financière, la crise qui a été aussi bien explorée dans le panel précédent. Donc c'est cette crise qui a causé que les gens sont dans la rue, c'est cette crise qui a causé les banques qui ferment, les institutions qui ne fonctionnent pas, et qui cause aussi l'effondrement de ce système parce que simplement le dollar qui alimente les loyautés manque. C'est aussi par exemple l'exemple cité par Chiara dans son anecdote par rapport aux militants du Hezbollah.
après avoir constaté les faits, la question c'est des perspectives de l'après-soulèvement. Et donc la question de perspective, ça veut dire qu'il faut préciser où on se situe, d'où on parle. Alors, est-ce que si on est un individu ou juste un analyste, ou est-ce qu'on subit plutôt, ou est-ce qu'on donne des possibilités? Je ne suis pas là à titre seulement de chercheuse en droit international, mais je suis aussi ici en tant que membre d'un parti fondé en 2016, un parti politique qui s'appelle Citoyens et citoyennes dans un État. Et donc, vu que c'est ça la perspective, en tant que parti, on se sent responsable de la société dans laquelle on vit, on veut agir sur le réel. Et donc, c'est notre tâche dans cette conjoncture très particulière, c'est de construire une vision alternative. Là, la fameuse alternative politique qui maintenant est suscitée partout. Et là, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que l'alternative n'est pas une question de nom. Ce n'est pas qui nommer, qui va venir. C'est une alternative de légitimité, une autre histoire de pouvoir, un pouvoir légitime autrement capable de subvenir à ses besoins. Dans tout ce qu'on vit là, il y a eu différents accidents de suicide très tragiques. La mère d'une victime, dans sa douleur, elle dit c'est une mafia, c'est pas un État. Et je pense que dans sa douleur, elle qualifie très clairement la situation dans laquelle on vit et l'alternative vers laquelle on veut aller. Au lieu de la coalition des chefs de communauté, on veut un État. Que veut dire maintenant concrètement un État? Parce que les partis au pouvoir aujourd'hui utilisent la terminologie que le peuple demande. Oui, ils veulent abolir la laïcité, le confessionnalisme, ils veulent un État. Mais concrètement, comment ça se fait? Il faut donner à cet État les moyens de connaître ses citoyens et ses citoyennes. Et la légitimité, pour nous, ne peut être que laïque parce qu'à partir de la connaissance du réel, à partir de cette société libanaise qui est fractionnée, qui est divisée, dans laquelle il y a des gens qui se reconnaissent de communautés. Et donc, dans ce besoin fonctionnel, pratiquement, on a besoin de la laïcité. Je développerai ça peut-être juste après. Et je passerai donc maintenant un peu plus dans les détails. J'ai très peur de dépasser le temps, vous m'interromprez sans souci. Alors, donc, comment bâtir cet État conjoncturellement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il est clair que la transition, nous la voulons pacifique, et c'est ce que tout le peuple veut, et le peuple s'est montré exemplaire dans la responsabilité à travers différentes tentatives où les questions de tension auraient pu déraper. Le peuple, c'est lui-même inorganisé qui a su quand même calmer la situation. Donc le peuple se trouve responsable alors que les responsables politiques ne le sont pas. Donc dans cette situation, dans cette conjoncture, la vision que nous proposons, une vision globaliste qui voudrait intégrer en fait tout ce que les problèmes, les revendications qui sont inclus. Le peuple en entier revendique un gouvernement indépendant du système confessionnel qui a les compétences, le savoir-faire nécessaire et qui donc c'est lui qui va décider. Donc nous proposons donc dans cette ligne en fait un gouvernement transitionnel qui est doté de compétences législatives limité à 18 mois pour piloter la phase transitionnelle, parce que nous sommes dans une phase transitionnelle. La phase transitionnelle, ça veut dire une rupture dans les conventions sociales, une rupture dans la forme du pouvoir. Ce qui va advenir est nécessairement différent de ce qui précède. Ce n'est pas nécessairement positif, ce n'est pas les risques. Alex a bien souligné qu'il y a des risques très graves et très réels, mais ça veut dire qu'il y a un changement. L'objectif, c'est que, au lieu de subir des pertes colossales et d'être dans ce flou-là, qu'il y ait un gouvernement responsable qui pilote la phase transitoire. Cette phase-là, ce gouvernement travaillera à travers 3 étapes. Premièrement, un audit pour savoir quelles sont nos ressources disponibles actuellement, de 2 à 3 semaines. Une deuxième étape, c'est la phase difficile qui est la gestion des conséquences de la faillite. Donc, une distribution des pertes, une distribution équitable et socialement et économiquement, et celle-là, à peu près 6 mois. Et une troisième phase dans laquelle on pose bien les fondements d'un État laïque, d'une société qui est en cohésion autour de la légitimité d'un État qui existe et avec une économie immunisée et des relations saines, équilibrées avec l'extérieur. Je vais détailler peut-être un peu chacune des étapes. Premièrement, l'audit des ressources, parce que Roland précédemment avait dit que selon la Banque centrale, on a 30 milliards de dollars qui restent. En fait, on ne sait pas vraiment. Ça relève peut-être de l'évidence qu'on sache on en est où.
la logique communautaire fait que, en fait, le système en place ne traite pas de la réalité comme elle est. Ça déforme la réalité. Et donc, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on a encore, quelles sont nos ressources disponibles financièrement, en nature, commercialement. Et donc, la question, on a des réserves en or. Personne ne sait maintenant dans les fonctions, personne de ces pouvoirs, de ces partis politiques ne sait vraiment où se trouve l'or, qu'est-ce qu'on fait pour le rapatrier. Et donc, une première phase d'audit pour savoir effectivement mesurer qu'est-ce qu'on a. Et par cela, comment le faire? On peut mobiliser des ambassadeurs extraordinaires dans les pays pour voir effectivement qu'est-ce qu'on a et dans quelles conditions on a accès à cela. Et dans ce cadre-là, je pense que le recouvrement de l'argent volé qui est à l'extérieur va dans le cadre légal, mais surtout dans un cadre de négociation politique très réel. La deuxième étape, on a vu, en sachant qu'est-ce qu'on a vraiment, ça serait donc de procéder à la répartition des pertes, parce que clairement, on est dans une phase qui va être dure. Et les pertes, aujourd'hui, on les subit. Le mensonge dans le bilan, le taux de change officiel, et c'est quelque chose, mais les gens aujourd'hui traitent avec un taux de change différent. Les cas de suicide, les licenciements, les minorités qui sont les plus vulnérables dans ces situations-là. Donc la question, ce n'est pas un gouvernement salvateur qui va faire des miracles, non, mais c'est de gérer les pertes pour pouvoir préserver une société pour l'après-crise. Donc gérer les pertes avec une équité sociale et une équité économique. Équité sociale, ça veut dire que tout le monde ne peut pas supporter la même chose. Il y a des gens qui doivent supporter plus parce que c'est eux qui ont porté atteinte aux finances publiques, c'est eux qui ont porté atteinte à l'environnement. Et par contre, il y a des classes sociales qui ne peuvent supporter aucune perte. Ces gens-là, il faut préserver leurs droits, leur dignité à travers l'éducation, assurer la gratuité de l'éducation basique et assurer la couverture de maladies universelles dans cette phase-là. L'équité économique, parce que en fait, le problème n'est pas seulement un problème de déficit du budget ou un problème des chiffres. C'est les rapports entre les gens. On a des salaires qu'on touche, on a des épargnes qui doivent être là, on a des baux résidentiels et commerciaux. Tout cela, comment on les gère? Le gouvernement là doit, en suivant de près les évolutions sécuritaires, sociales et économiques, le gouvernement devra restructurer ces relations-là pour préserver les capacités à venir. Donc ça c'est les deux premières phases. La troisième phase, après avoir avoué que ça ne fonctionne pas comme dans la situation, il y a l'aveu de l'échec, on a reconnu qu'on est en faillite et on a essayé de contenir les conséquences de cette faillite. Là, il faut penser à l'après-crise, donc davantage que de s'intéresser juste aux protestations, aux manifestations, comme si c'était le vrai problème, ou de s'intéresser seulement à la faillite. On veut, comme a dit Alex, c'est avoir le souffle long. Donc on veut bâtir quelque chose pour l'avenir. Et là, poser donc les fondements d'un État laïque. Le gouvernement, comment il va poser les fondements d'un État laïque? Ça veut dire que pour l'État, tous, on est citoyens et citoyennes. Je trouve très bizarre d'expliquer la laïcité devant vous parce que c'est quelque chose d'acquis alors que c'est loin de chez nous. Et ça fait peur, peut-être aussi partiellement, un peu moins qu'avant, mais c'est vrai que tout le monde a peur un peu de cette laïcité. La question, c'est juste de voir la laïcité comment appliquer au Liban. Ça veut dire que l'État est légitime parce qu'il arrive à pourvoir aux besoins de ses citoyens et de ses citoyennes. Il voit dans les gens que ce sont ces citoyens et ces citoyennes. Il traite avec les communautés comme étant une exception réelle qui existe. Il y a des gens qui se reconnaissent comme appartenant à des communautés, mais c'est une exception et c'est l'État qui transcende les communautés. Et ne pas tomber dans la logique d'une coalition de chefs de communautés, il faut garder cet équilibre. C'est pas ça. Et les méthodes sont très multiples, je les citerai simplement et les détails, on pourra en parler après. Premièrement, procéder à un recensement des résidents. Le dernier recensement a eu en 1932. Donc un État qui ne connaît pas qui habite sur son territoire. Ce recensement permettra en fait de corriger la représentation politique. Ce recensement aussi permettra de poser des impôts sur la base des revenus réels. Donc, la première base, c'est donner à l'État la possibilité de connaître ses citoyens. Deuxièmement, un statut unifié des lois une loi unifiée du droit du statut personnel. Et là, donc, vu qu'il y a la liberté de croyance qui est absolue, les personnes qui se sentent encore appartenant à des communautés et qui ne veulent pas cette loi-là, à la majorité,
peuvent, donc alors à la majorité de chaque individu, il peut choisir d'appartenir à une communauté et donc d'avoir la communauté comme intermédiaire entre lui et l'État. Mais de toute manière, la loi unifiée du statut personnel, la loi, c'est celle qui transcende et c'est elle qui dicte les lois des autres statuts des communautés. Donc le principe, c'est la loi unifiée et les autres, c'est des exceptions régies par cette même loi. Et dernièrement, bien sûr, à travers un système électoral, je ne vais pas détailler les questions ici parce que je vais être rapide, mais c'est juste comment, et c'est une question très importante de comment corriger la représentation, parce que si on enlève toute représentation communautaire, alors que dans notre réalité on est encore communautaire, il y a un risque, c'est que le jeu reste le même. Donc même si on a enlevé les textes, et c'est ce qui passait en Irak, on enlève la communauté, mais le mécanisme politique reste le même. Alors ce qu'il faut, ou ce que nous proposons, c'est un système électoral qui est doublé d'un référendum au moment même. Donc, les candidats choisissent de se présenter en tant que candidats directs, n'appartenant pas à des communautés, ou se présentent dans une logique communautaire. Et au moment du vote, chaque électeur, il a deux choix à faire. Premièrement, comment il veut être représenté? Est-ce qu'à travers la communauté, donc il va voter pour un des candidats communautaires, ou est-ce qu'il veut être directement, son rapport avec l'État est direct, il ne veut pas passer par des communautés. Donc, au moment de dépouillement aussi, on compte deux choses. Premièrement, on compte la proportion de ceux qui ont voté pour le côté direct et de ceux qui ont voté communautairement. Et à cette base-là, on divise les sièges du Parlement entre ces deux logiques. Et donc, ça permet aussi de suivre l'évolution réelle de la société dans sa laïcisation. Les deux dernières questions, comment aussi bâtir pour cet État-là fort, la question de l'économie immunisée. On va être amené à avoir des relations avec l'extérieur. On est un petit État, mais au lieu d'attendre Cèdre, d'attendre Paris 1, Paris 2, où c'est juste, on va insuffler de l'argent, comment restructurer effectivement l'économie. Et dans cette phase qui est très difficile, il est question de choisir quelle catégorie d'âge on veut qu'elle émigre le moins, parce qu'on est dans cette phase-là, malheureusement. Quel secteur économique on voudrait qu'il soit moins atteint. Et donc là, dans cette logique, on va essayer, en distribuant les pertes, c'est ça la notion de distribution pertinente des pertes, de privilégier les secteurs qui peuvent être exportés, de privilégier la jeunesse qui peut produire et de préserver donc une société qui peut être en cohésion pour pouvoir former un avenir. Et dernièrement, pour les relations avec l'extérieur, je reprends la logique communautaire aujourd'hui empêche tous ces partis politiques, ça a été aussi mentionné avant. Chacun a des rapports très différents entre les systèmes actuels, des rapports très différents avec l'extérieur, et la frontière entre extérieur et intérieur, elle est effacée. Dans ce que nous voulons, c'est un État qui traite avec l'extérieur comme un État vraiment étant extérieur, donc en sachant que la relation n'est pas sentimentale, n'est pas une aide française, non, c'est une question d'intérêt, de points forts, de points faibles, de négociation. Et à partir de ce moment-là, de poser la négociation. Et à la fin de cette phase transitoire, donc à ce moment-là, on peut organiser des élections législatives en espérant donc que ces pertes qu'on aura subies, parce elles sont là, et je pense qu'aucun des peuples, aucun de nous, citoyens, voulons qu'on nous mente encore, au moins qu'elles aboutissent à quelque chose et qu'on n'en paie pas le prix gratuitement. Quelle loi électorale? Oui. Ah bah, on pourra en parler. Voilà. Alors je remets ça ici. Bien que vous avez expliqué aussi une logique électorale, mais il faut en parler de la loi électorale, évidemment. Donc je vais juste me permettre rapidement, avant d'ouvrir la possibilité d'échanger, et je commencerai avec mon ami Hassan, peut-être sur la question de la loi électorale, si vous avez envie de dire quelque chose. Juste 3 observations rapides avant, pour clarifier peut-être quelques notions qui ont été dites, surtout dans la dernière intervention de Nour. Beaucoup d'économistes et de chercheurs aujourd'hui considèrent, et je pense que dans la séance précédente on a évoqué cela, qu'on est déjà dans une crise sévère et que pour sortir de cette crise, certains commencent déjà à évoquer 2 scénarios. Soit on va aller vers un scénario qui ressemble un peu au Venezuela,
soit on va travailler vraiment pour choisir un scénario qui est beaucoup plus genre Chypre, Portugal, où il y a eu des lois pour que la faillite ou pour que le déclin ou pour que la grande crise ne soit pas seulement une affaire de gens qui vont de la classe moyenne ou des classes démunies qui vont tout perdre. Il faut donc que ceux qui ont accumulé des richesses durant la phase précédente payent, et que ce soit les banques, que ce soit certains qui ont des comptes avec des millions de dollars, ils doivent payer beaucoup plus, ou ils doivent, dans le cas, je pense, du Portugal, il y a eu à partir d'1 million d'euros, automatiquement, on prélève une partie de la somme pour essayer de financer le sauvetage de l'économie. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, et la fin du mois a été très douloureuse pour beaucoup de Libanais et de Libanaises. Les banques ne permettent pas des retraits, sauf avec des limites. Les gens n'utilisent pas la carte de crédit d'une manière courante. Il y a beaucoup de petits business, beaucoup d'affaires où les gens attendent le cash. Quelqu'un doit payer un autre, l'autre doit payer le magasin du coin doit payer le grossiste doit régler. Donc il y a tout un système qui est menacé aujourd'hui. Puis il y a tous les retraités et une grande partie des fonctionnaires qui reçoivent leur salaire en livres libanaises. Le pouvoir d'achat a diminué en réalité, même si le prix officiel, $1 fait 1515 livres libanaises, mais au niveau des bureaux de change, on est à presque 2000 parfois, 1800, 1900, 2000, ça dépend de la demande. Et donc il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, et malheureusement, dans beaucoup de projets politiques et de programmes politiques, cette dimension économique n'est pas présente. On est beaucoup plus dans une logique parfois de réforme politique sans prendre en considération toute la question et la dimension économique qui va avoir énormément d'impact sur les années à venir. Pour la question de la population, des communautés et tout, je me permets juste de clarifier que le dernier recensement était en 1922. En 1932, c'était une projection à partir des résultats que les Français avaient faits au Liban et en Syrie. D'ailleurs, c'est la même chose en 1922. Et une partie des équations, d'ailleurs, du système électoral qui a été mise en place en 1926 était basée sur les résultats de 1922, et ça a continué jusqu'à Taïf. 6 pour les chrétiens, 5 pour les musulmans, avant que Taïf n'impose la parité 50-50, qui va devenir aussi une parité au niveau des administrations, au niveau des concours, au niveau de la corruption probablement. Tout va être réparti entre les chefs des communautés. Et la relation organique entre communautarisme et corruption fait que, avec le temps, et je pense que ça c'est une des raisons de la grande colère en 2019, il est vrai qu'ils arrivent, comme il a été dit tout à l'heure, ils arrivent à moins peut-être redistribuer la rente et la corruption, et qu'ils sont en problème beaucoup plus qu'avant. Mais quand même, l'arrogance et l'impunité et la volonté parfois de montrer qu'on est corrompu, et alors on est corrompu, mais on se protège parce qu'on est puissant, parce qu'on est plus fort que la loi, et cela encourage les plus petits corrompus à nous suivre, parce qu'on va les protéger, ils vont voter pour nous, on les protège, et donc cette impunité a fait qu'on entend des rumeurs, on ne sait plus si ce sont des rumeurs ou des faits accomplis. On entend des informations, il y a des enquêtes, et ça n'aboutit à rien. Sauf parfois quand ils veulent arrêter un petit fonctionnaire ou une victime collatérale d'un système qui est gangrénisé par la corruption et qui n'arrive plus à fonctionner. Donc la corruption a dépassé toutes les limites ces dernières années, avec beaucoup moins d'argent qui vient de l'extérieur, que ce soit au niveau des communautés et de leurs partis politiques, c'est-à-dire la relation entre Hariri et l'Arabie saoudite a connu beaucoup de difficultés, donc il y a moins de possibilités de distribuer d'argent. Il a fermé des institutions, il n'a pas payé de salaire, je ne parle pas de lui personnellement, mais de son courant, et même lui personnellement. Il n'y a pas eu de paiement de salaire au niveau de ces institutions médiatiques qui ont fini par fermer. Hezbollah aussi a une crise, puisque les sanctions contre l'Iran fait qu'il y a moins d'entrées d'argent du côté iranien, et donc il distribue moins. Et au niveau des autres communautés, c'est la même chose. Soit ce qui a été alimenté par les caisses de corruption. On connaît au Liban qu'il y a des répartitions, on parle souvent d'une caisse noire au casino du Liban,
on ne sait pas exactement qui profite. Certains disent qu'il y a des acteurs précis qui tiennent cette boîte noire-là. Il y a tout le système de la télécommunication, comment il a été réparti. Évidemment, la caverne d'Ali Baba, l'électricité du Liban. Depuis 1992, les milliards qui ont été dépensés à ce niveau-là, avec tous les ministres de toutes les tendances politiques qui ont pris ce ministère, auraient pu éclairer le monde, pas seulement les 10 452 km² que forme le Liban. Donc, puis, vous avez parlé de la question de la santé. On a le domaine de la sécurité sociale, on a Ta'ouniyat al-Mouazzafin, les hôpitaux et les services de l'armée, des forces de sécurité internes, les sociétés privées, tous les deals entre hôpitaux et toutes ces caisses-là. Il n'y a pas eu une fois une volonté de les centraliser parce que ça alimente des réseaux de corruption différents. Donc la corruption, elle est politique, elle est économique, elle est sociétale, elle est sur tous les niveaux et elle a étouffé avec le temps ce pays-là. Et ce que je trouve différent, et vraiment très différent cette fois, avec les voies précédentes, bien qu'il y a certainement une accumulation, c'est que les clivages se font d'une manière totalement différente. J'ai participé au soulèvement et à tous les clivages qui ont eu lieu en 2005 et même aux campagnes citoyennes avant, dans les années 90, puis après, par rapport à des questions précises. Il y avait des clivages sur les relations régionales. Il y avait des clivages sur les assassinats politiques. Il y avait des clivages ou des campagnes qui visaient une question précise, que ce soit la crise des ordures il y a 4 ans, que ce soit la question confessionnelle, mais abordée d'une manière indirecte il y a 8 ans, que ce soit les droits des femmes. Cette fois, il y a comme une convergence de lutte qui prend la question sociétale et politique libanaise en priorité. Il a été dit tout à l'heure, et je suis d'accord, que l'impact de la communauté internationale et la volonté que cette communauté internationale ou même les acteurs régionaux interviennent au Liban, elle est beaucoup moins qu'avant. Et ça, c'est un potentiel d'espoir qu'il y a une reconstruction peut-être d'une identité commune. C'est-à-dire, heureusement que l'Arabie saoudite et l'Iran sont presque, par rapport au soulèvement libanais, dans le même camp. Parce que Nasrallah voulait protéger Hariri au début. Maintenant, s'il y a un gouvernement, ils vont être ensemble de nouveau, et tant mieux encore. Les États-Unis, avec Trump, peut-être, lui, il n'a pas encore entendu parler de ce qui se passe, mais ses conseillers sont divisés autour de la question. La France et l'Union européenne n'est pas favorable à un changement radical parce qu'ils connaissent les acteurs actuels. C'est beaucoup mieux de gérer des crises avec eux que d'aller vers des inconnus et vers de nouveaux acteurs qui ne maîtrisent pas encore la relation avec eux. Donc, heureusement que pour le moment, cette communauté internationale ne pèse pas sur nos processus internes. Est-ce que cela va durer longtemps? Est-ce que c'est une garantie? Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être il y aura des complexités, peut-être il y aura des volontés de pouvoir influencer, avoir des alliés, etc. Mais pour le moment, ce qui se passe dans la rue est vraiment concerné par des questions nationales. Et peut-être cela permettrait de rédiger un livre d'histoire, parce qu'on n'a pas un livre d'histoire qui parle de ce qui se passe dans notre pays, sauf jusqu'à la faillite de la banque Intra, donc aux années 60. À partir des années 60, c'est un tremblement de terre qui a eu lieu, il y a eu des dégâts, et on passe à la phase actuelle. Donc rien sur la guerre, rien sur l'avant-guerre, rien sur le système lui-même. Et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un seul livre d'histoire. Peut-être il faut avoir plusieurs livres d'histoire. Mais au moins qu'il y ait un récit, qu'il y a des récits, et qu'on parle de cette phase-là et de nos responsabilités, du fait qu'il y a eu plus de 100 000 morts, des milliers de disparus, des centaines de milliers de déplacés. Peut-être si on ajoute ceux qui sont partis vers l'extérieur, ça ferait plus d'1 million. Donc il y a beaucoup de choses à refaire. Mais malheureusement, dans le passé, on a été souvent volontairement ou involontairement pris par les conflits régionaux et internationaux. Cette fois, c'est peut-être une occasion de rester sur la scène nationale avec ces questions
qui ont été soulevés tout à l'heure. Et je souhaiterais vous donner évidemment la parole pour peut-être demander plus de précisions, par exemple sur la corruption, le système électoral, sur cette idée que est-ce qu'on va assister à une désintégration de l'État, en haut, en bas. Vous avez fait cette métaphore qui me semble intéressante à peut-être élaborer. Mais je pense que Hassan, vous vouliez demander sur le système électoral? Moi, c'est particulièrement parce qu'à chaque fois... Oui. Oui, à chaque fois, la mafia arrivait à absorber un peu toutes les pressions de la rue. Et le socle de sa mise, le socle électoral, c'est la loi électorale. Et la loi électorale qui est basée, comme on le sait un peu, on revient à son village pour voter. Pour voter, c'est un peu impossible. Donc la clé de n'importe quelle réforme électorale doit être de l'élire dans le lieu où on habite. C'est tout simplement, et indépendamment de la date. Est-ce qu'on est d'accord pour faire dans 18 mois ou ça? Mais il faut inscrire dans les esprits, parce que c'est le moment où on reformate l'esprit de nouveaux Libanais, en fait. C'est tout, moi je voulais juste insister sur oui, ce parfait. point. Et j'ajouterais, peut-être on a oublié de le dire, 18 ans, l'âge de vote. Parce qu'au Liban, aujourd'hui, l'âge de vote est 21 ans. Et il y a une contradiction, un décalage terrible. C'est-à-dire, on fait le service militaire, on est majeur, on peut conduire une voiture, on va en prison, on fait des business, tout ce qu'on veut à partir de 18 ans. Mais pour voter, c'est 21 ans. Or, par exemple, aujourd'hui, la moitié des gens dans la rue ont moins de 21 ans. S'ils ne peuvent pas voter, on n'est pas sûr que les élections... Pourquoi c'est 21 ans, pas 18 ? Ben, c'est la Deuxième République, c'est du temps de la France, 21 ans. Ce n'était pas 18 ans. Ah, aujourd'hui, parce que les chefs communautaires et politiques veulent que ça soit 21 ans, parce qu'à partir... Tous, madame. Sinon, si ce n'était pas tous d'accord... Non, oui, mais ceux qui avaient 18 ans pour le patriarche maronite, si vous voulez faire allusion à cela, si ceux qui avaient 18 ans il y a 4 ans, aujourd'hui ils ont 21 ans, ils ont voté. Donc la question démographique va toujours nous suivre, et d'où l'importance de la laïcité. Mais à partir de 21 ans, on est beaucoup plus connecté à la nécessité de trouver un travail et aux services que peuvent nous donner les clientélistes, tandis qu'entre 18 et 21 ans, on est beaucoup plus libéré de cela. Et je pense qu'entre les musulmans et les chrétiens, je parle des chefs religieux et politiques, ils sont toujours d'accord pour laisser l'autre passer ce qu'il préfère. C'est-à-dire, dans le temps, les musulmans parlaient de dépasser les confessionnalismes. Je parle encore une fois, quand je dis musulmans ou chrétiens, je parle des chefs politiques et religieux. Et les chefs politiques et religieux chrétiens disaient non, laïcité. Parce que les chefs musulmans savaient que les chefs chrétiens n'allaient pas accepter le dépassement du confessionnalisme par crainte démographique, et parce que les chefs chrétiens savent que les chefs musulmans ne vont pas facilement accepter la laïcité pour plusieurs considérations, donc ils se renvoyaient la balle. Même chose pour 18 ans, même chose pour la plupart des réformes, ils sont tout à fait d'accord pour préserver ce système-là, parce qu'il est la garantie de leur contrôle et de leur hégémonie, chacun dans sa communauté. Et si on regarde leur profil, on a beau à dire que dans les pays arabes, et c'est tout à fait vrai, les Assad, père et fils, avec toute leur barbarie en Syrie, sont là-bas depuis 1970, Kadhafi depuis 1969, Moubarak était là-bas depuis 1981, Ben Ali 87, Saleh Duhamal 78. Mais chez nous, même s'il n'y a pas un président qui reste à vie, heureusement, mais quand même, Michel Aoun, c'est son rêve d'enfance d'être président, et il était déjà candidat en 88, et il est resté candidat. Berré est chef du Parlement depuis 92. Les forces libanaises, les phalanges et Jumblat sont là depuis la guerre civile. Même Hezbollah, on dit que c'est une nouvelle formation, oui, mais Nasrallah est secrétaire général depuis 92. Et ils sont dans le système depuis 2005, officiellement, après avoir été timidement depuis 92 aussi. Donc toute la classe politique tient ce pouvoir-là, et même s'ils sont différents sur beaucoup de choses, surtout leurs alliances externes, mais ils sont assez d'accord sur la gestion interne. Désolé, j'ai profité de ma position de modérateur pour parler. Oui, question. Non, plusieurs. Donc, monsieur, et puis Hala. Sur le recouvrement des gains illicites, il y a eu plusieurs expériences
de plusieurs natures. Vous avez mentionné la Tunisie, l'Égypte. Il y a aussi l'expérience en Arabie Saoudite, qui ne sont pas toutes de la même nature, mais qui ont toujours le même objectif, qui est le recouvrement de gains, peut-être pas illicites, mais de gains nécessaires pour une situation financière donnée. Donc, en Arabie Saoudite, on utilise les grands hôtels. En Égypte, on fait des saisies à travers un gouvernement élu. Et en Tunisie aussi, on fait des lois. Quelle action coercitive, parce qu'il faut une action coercitive, peut-on mener au Liban et par qui pour mener cette politique? Et est-ce que vous pensez que l'argent est en Suisse? Parce que les avocats d'affaires savent qu'il y a une convention, donc l'argent n'est pas là. Ça, genre, on peut le tracer, il n'est pas là. La deuxième question, c'est sur la phase de transition. Dans la distribution des pertes dont vous avez parlé, qui est absolument nécessaire et à beaucoup plus court terme qu'on le pense, la manière dont on va distribuer les pertes est en fait le miroir de ce que l'État futur va être. La manière dont vous allez distribuer les pertes, vous allez énoncer une solidarité donnée. Donc une règle économique et même légale future. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible dans une phase transitoire, ou est-ce qu'il faut vraiment une réunion constituante qui résout les deux en même temps? Merci. Avant de poser ma question, je voudrais dire un mot à Alex pour la... Soyons réalistes, je pense la fin est demander l'impossible. C'est un slogan de 68. Parce que réaliste, ça ne suffit pas pour le Liban. Je voudrais demander deux petites questions. Hier, j'ai vu à propos du nouveau gouvernement en cours, de la préparation des noms et tout, à la fin de chaque liste, c'est-à-dire les chiites, les maronites, il y a en bas des ministres de Hirak. C'est-à-dire, il y a par exemple 2 ministres de Hirak. Est-ce que vous pensez qu'il y a une consultation secrète, que ça se fait, qu'il y a une proposition vraiment de participer, ou c'est juste... on essaie de draguer le Hirak. Hirak, la mouvance, le soulèvement. On appelle ça pour tous les pays. Ma deuxième, c'est une question, mes remarques, j'aime beaucoup, parce que nous, on dit toujours, les Libanais, hi, kifak, ça va. Et j'aime beaucoup aujourd'hui que j'entends les jeunes Libanais parler l'arabe et donner des interviews en arabe, les slogans en arabe et les chants en arabe. Et même ici, au Trocadéro, parce que nous, comme Syriens, on a toujours, les anciens, surtout les vieux, on demande aux jeunes de parler en français pour sensibiliser l'opinion publique. Et là, quand j'entends à Trocadéro, les Libanais, chanter en arabe, les slogans en arabe, je dis c'est super, c'est magnifique. J'ai oublié que moi, j'ai toujours protesté contre ça. Parce que je me demande, est-ce que c'est une recherche d'une identité? Est-ce que vraiment c'est pour tourner le dos à ce Liban, ou est-ce que c'est moi qui fais des illusions dans ma tête? C'est parce que les insultes sont difficiles à traduire aussi. À Paris, on n'est pas en train d'insulter. Non, moi je suis pour les insultes par ailleurs, mais ça c'est un autre... D'autres questions? Oui, il y en a 2 et après on commence par une première série de réponses. Ma question à madame, un peu technique, parce qu'en fait, la lutte contre la corruption, je pense que c'est... La corruption passe évidemment par les constitutions et puis par le secteur de la justice, et il semble que les avocats ont agi au Liban, tout de même, et de temps en temps, des juges aussi. Donc ma question, elle est double. Que pensez-vous de la capacité des magistrats et des avocats, et pas seulement de la société civile au sens de la rue, mais également par des institutions intermédiaires,
Et d'autre part, tout de même, ce n'est pas uniquement ramener des sous, c'est aussi les marchés publics. Et donc la commande publique. Parce que quand on fait une fixation sur la lutte contre la corruption avec les agences administratives indépendantes, on oublie la source qui est la commande publique. Ouais. Alors est-ce que ça aussi c'est constitutionnalisé ou pas? Parfait. Et dernière question pour cette première round, c'est madame. Moi j'ai une question dans le cadre de la laïcité. J'aimerais en savoir plus sur les statuts de la femme. Dans le cadre de la laïcité, j'aimerais en savoir plus sur le statut de la femme. Je sais par exemple que la femme ne peut pas donner la nationalité à son enfant. Et j'ai une question peut-être bête. Est-ce qu'il existe le mariage laïque au Liban? Civil, non. Civil, voilà, c'est ça. Parfait. OK. Alex, Sarah et Nour. Je commence parce que je pense oui, allez-y. Déjà, concernant la première question, je n'ai pas compris si vous parlez des lois juste nationales égyptiennes ou tunisiennes. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on peut déjà geler les biens qui sont présents ici dans l'État étranger, c'est-à-dire en France. On peut déjà geler les biens ici. J'ai juste dit qu'en France, on n'a pas un cadre légal pour restituer ces biens. Par contre, en Suisse, on a vraiment tous les moyens de pouvoir geler et de restituer sans avoir une coopération avec le Liban. Et c'est ça, en fait, ce qui constitue. En fait, on aura de la chance donc que tous les argents soient déposés en Suisse. Il y a récemment Excusez-moi, Sarah, il restitue à l'État libanais? Oui, oui. Même en Suisse, ils ont un mécanisme qui permet de restituer les biens, non pas à l'État, mais à des organisations non gouvernementales. Et ça, c'était déjà passé en Guadeloupe et à d'autres pays, mais j'ai pas en tête les chiffres et les noms, mais ça a été déjà fait en Suisse et aux États-Unis même. Les États-Unis aussi, elles prévoient un mécanisme juridique pour rendre les argents non pas seulement à l'État, mais à des organisations. Okay. En fait, c'est une procédure très compliquée. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de tout. Et qui prend de temps aussi. Juste aussi que récemment, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la corruption et la drogue, qui est situé en Vienne, déjà le responsable de ce programme, il est libanais, qui en fait, il est responsable au niveau régional. Il a beaucoup travaillé sur le sujet. Non, vraiment, mais il est très, il est très connu au niveau chez les juristes. Domaine, oui, ils ont publié récemment un document qui permet de savoir comment les personnes politiquement exposées, ils ont recours à des avocats pour pouvoir cacher leurs argent dans les pays étrangers. Je peux peut-être vous communiquer après le document. Il est très intéressant. Il permet donc d'exposer le mécanisme, les moyens juridiques pour lesquels ils ont recours pour pouvoir vraiment cacher leurs avoirs. Et juste au niveau de l'indépendance de la justice, au Liban, on a beaucoup de réformes à faire au niveau de l'indépendance de la justice. Mais ce que je peux dire, parce que nous, on était dans la même université. Vraiment, on avait les élites de notre classe qui sont devenus des juges. Et ils n'étaient pas reliés à des partis où ils n'étaient pas, c'est-à-dire fidèles à des partis politiques. Ouais. Et ils ont pu accéder à la fonction de juge, de magistrature, parce qu'ils avaient de la compétence. Au Liban, les juges, ils sont compétents. La majorité, ils sont très compétents. Le problème, c'est qu'on n'a pas un système, on n'a pas en fait les lois qui permettent l'indépendance du juge. Et c'est ça en fait, et c'est déjà le Conseil national de magistrature, ils ont publié une liste de réformes qui permettent d'assurer l'indépendance de la justice, et a priori il n'y a aucun parti vraiment qui a milité pour que ces réformes soient mises en place. Donc c'est juste... Juste une parenthèse par rapport à ça, il y avait un projet au Parlement qui se discutait de l'indépendance de la justice fait par les mêmes députés. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ce projet et les projets Oui, ils ne prennent pas en compte en fait les recommandations. Et les recommandations, ça tombe sur deux articles importants qui veulent vraiment assurer l'irrévocabilité des juges, et le projet de loi, il prend pas en compte en fait les grandes lignes des recommandations faites par le Conseil de magistrature.
Quelles sont ces lignes? Je ne suis pas au courant vraiment, c'est parce que... La nomination des magistrats. Des hauts magistrats, je pense, c'est pas des magistrats, des hauts magistrats, oui. Au niveau de l'indépendance. Mais c'est très important. Ça se fait par décret, par le ministre de la Justice. Et donc la tutelle, si le ministre n'est pas d'accord, le décret s'arrête. Et donc la pression, si je me permets juste d'ajouter... Oui. Je me permets juste d'ajouter, c'est qu'on était, donc oui, on a accès et on l'a vu, mais aussi je pense que nos profs à la fac, là où on était, ce sont aussi des magistrats haut placés. Et ce sont aussi des gens compétents et on voit l'intégrité. Mais c'est la pratique politique de la question qui fait peser la pression. Et donc, sans citer personne, mais vraiment un juge très intègre qui maintenant on parle de lui. Mais je sais personnellement combien de pression il a, et c'est par rapport à tous les partis, à tous. Quand il veut faire quelque chose, le dossier, il reste des heures au téléphone avec les représentants de chaque parti. Ils auraient pu peut-être être très courageux et démissionner de leur poste, mais c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas à la justice elle-même, c'est pas là le problème. Le problème, c'est dans le système qui ne garantit pas leur indépendance. Du corps judiciaire. Oui. Il y a d'autres trucs. Oui, c'est concernant l'éducation. L'éducation et pour la laïcité et le statut des femmes. D'abord, lorsque j'ai dit soyons réalistes, c'est dans une logique où on ne peut pas s'attendre à un changement du jour au lendemain, comme Nour l'a dit. Donc on doit passer par une phase qui peut être un peu plus compliquée, mais le plus important, c'est de préparer l'après-phase en quelque sorte. Donc il y aura des pertes, on les voit déjà, mais il faut toujours faire attention au fait que ce sont surtout les dirigeants politiques qui profitent de ces pertes aujourd'hui, pour décrédibiliser le mouvement, pour dire regardez ce qui se passe au Liban, c'est à cause des manifestations de la révolution. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé d'un projet politique, économique qui soit vraiment bien clair, bien identifié et bien construit. Pour la question des femmes, du statut des femmes, en février donc dernier, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a donné une conférence à Sciences Po Paris, dans laquelle il a bien dit que, en fait, personne n'était au courant de cette conférence. Moi, c'est juste parce que je faisais ma thèse à Sciences Po Paris et j'étais dans le centre de recherche international, là où la conférence avait lieu. Juste par hasard. C'est pour ça que j'étais au courant qu'il y avait une conférence. Mais l'ambassade de Liban n'a pas communiqué à la diaspora libanaise cette conférence-là. Je vais me permettre de le dire, et c'est mon point de vue, je pense qu'ils ont eu juste envie d'avoir les partisans du parti. Et la surprise c'est que ceux qui n'étaient pas membres du parti étaient présents. Et la première question, donc à chaque fois qu'un intervenant essayait de poser une question, la première question posée par le ministre était « Vous venez d'où du Liban ?» Et donc c'était juste pour savoir la pour repérer. C'est le code. C'est le code. Ma réponse était « Je vis à Paris, je viens de Paris. » Honnêtement. Mais je voulais juste vous dire, concernant le statut des femmes, c'est le ministre même a dit que sa sœur a épousé un étranger et qu'il faisait tout pour que la femme libanaise puisse donner la nationalité à ses enfants, à l'exception de les femmes mariées à des Syriens ou à des Palestiniens. Il l'a bien dit. Et donc c'est surtout une question démographique et politique. D'où l'importance, selon moi, d'abolir le confessionnalisme politique pour éviter ces tensions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la femme libanaise ne peut pas donner la nationalité à ses enfants, pour ne pas briser cet équilibre démographique selon la Constitution. Le mariage civil, il y a beaucoup qui font le mariage civil à Chypre, mais qui ont beaucoup de problèmes au Liban lorsqu'ils rentrent. Parfois, leur mariage n'est pas reconnu, il y a toujours des tensions, parce qu'encore une fois également, non seulement le problème démographique, mais également parce que les chefs religieux n'ont pas envie de perdre leur pouvoir sur leur communauté. L'héritage aussi. Si je peux rajouter quelque chose sur le mariage civil, en fait, ça n'a pas d'effet juridique, même si on conclut le mariage à l'étranger. Après, la loi qui sera applicable, c'est la loi du mari, même si l'acte de mariage est conclu à l'étranger. Oui, c'est-à-dire si un couple musulman chrétien partent et font leur mariage à la mairie de Nicosia
D'ailleurs, la mairie de Nicosia, c'est le grand gagnant du fait qu'au Liban, il n'y a pas de mariage civil. Et qu'en Israël, il n'y a pas de mariage civil non plus. Les Israéliens et les Libanais partent à Nicosia pour signer leur contrat. Quand ils rentrent au Liban, c'est la loi chypriote qui s'applique sur leur mariage, sauf s'il y a dispute et que le mari décide de faire recours à sa cour confessionnelle. Et là, c'est elle qui tranche, c'est cette cour confessionnelle libanaise. Sinon, s'il décide de préserver le contrat et comment dissoudre le contrat, il y a beaucoup de juges libanais aujourd'hui qui étudient la loi chypriote pour pouvoir l'appliquer au Liban. Tandis que l'héritage et ces questions-là, on a 15 lois différentes, on a 17 communautés religieuses différentes avec 15 lois différentes de tout ce qui est mariage, divorce, héritage et garde des enfants. Et dans tous les cas, dans les 15, il y a une discrimination contre les femmes, dans les 15, sans exception, mais qui peut varier, être extrêmement discriminatoire ou, disons, non, même pas un peu, bien discriminatoire. Mais dans tous les cas, c'est un problème. Moi, je vais répondre alors à deux questions qui ne sont pas très clairement rapprochées, mais je pense qu'elles sont en même temps. C'est la question de Mme Hala et la question par rapport à l'Assemblée constituante. Alors, avant de les mettre en rapport, sur la liste de noms où il y a incluant des gens du mouvement populaire, alors clairement, je ne tiens pas d'informations sérieuse, mais toute la position du mouvement populaire, c'est à chaque fois de nier, de dire c'est une rumeur. Non, on n'est pas dans cette logique-là. C'est des manigances du pouvoir, ça c'est un. Et deux, au cas où, parfois, si ça vraiment, un des membres du mouvement populaire le fait, il est tout mis à l'écart par la rue. Mais je pense que l'important, en fait, dans cette sorte de circulation, c'est que on voit petit à petit, si on dissèque leur discours dès le début jusqu'à maintenant, on voit que quand même le système s'effondre. On passe, c'est ça, et on reconnaît davantage ce qui se passe. Après, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, leur sens de responsabilité est si pertinent pour dire bon, vraiment, ça va s'effondrer, on va tous s'écrouler. Faisons en sorte que ça ne s'écroule pas et menons la négociation vers la transition, pas vers la question de on nomme qui et qui représente quoi. C'est pas ça la question. Mais peut-être ça reste possible. C'est misons sur ça. Et par rapport à l'Assemblée constituante, voilà, parce que vous avez dit, si je reformule bien, c'est dans ce que je propose. Donc, on pose les nouvelles bases économiques et sociales de l'État. Donc, pourquoi ne pas aller directement vers une Assemblée ? C'est une réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est ça la question ou... Oui, quand vous allez décider comment vous allez distribuer les pertes. Oui. Alors, c'est des questions d'ordre pratique. Je suis juriste et peut-être, oui, la thématique du juriste actuel, c'est l'Assemblée constituante parce que c'est ce qui gouverne le système. C'est comme ça, c'est dans la Constitution qu'on gouverne les pouvoirs. Mais dans la logique, dans le droit constitutionnel même, on sait qu'en fait... Quand il y a une révision de la Constitution, pas une révision, mais quand il y a une véritable nouvelle Constitution, le phénomène est ajuridique. Le phénomène est souvent dans un événement qui n'est pas légal en tant que tel, dans un événement réel de la réalité, qui se trouve sa traduction ensuite. Donc nous pensons en fait que l'idée, c'est juste l'Assemblée constituante. Juridiquement, ça veut dire il faut voir ça va être qui, comment les élire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on a une pression que les pertes adviennent au quotidien. Donc, techniquement, oui, le gouvernement qu'on est en train de proposer, c'est là que se fait la transition pour poser les nouvelles bases. Donc, même si on ne l'appelle pas Assemblée constituante, même si ce n'est pas le texte qui change, mais à travers les ordonnances législatives qu'on accordait comme compétences, il va faire ça, effectivement, il va construire véritablement l'État et ensuite, c'est une transition pacifique du pouvoir qu'on demande, sous cette forme-là, dictée par les besoins du réel actuellement, qui est l'imminence des pertes qui sont en train de se faire, mais d'une manière totalement aléatoire, injuste, et qu'on paye le prix tous. Merci. Deuxième vague de questions. En fait, ma question, c'est pour Nour. C'est en rapport avec ce qui vient d'être dit. En tant qu'insurrection et révolutionnaire, est-ce qu'on va vraiment conduire cette phase transitoire sur On et Brr?
et qu'ils nous tamponnent sur nos décrets et nos lois et ce qu'on a désiré en tant que révolutionnaire. C'est pas un peu... on joue pas à leur jeu ou on leur donne de la légitimité tout court, quoi. Merci. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire si on a confiance en Berri pour diriger cette phase de transition. Parce qu'on reste président et Berri reste président du Conseil. Ouais. Une question pour Nour aussi. Dans le cas où il y aura des élections parlementaires, vous avez besoin de 65 députés, donc la moitié plus 1, pour former un gouvernement. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir les obtenir? Et sinon, est-ce que vous êtes prêt à faire des alliances avec certains partis politiques au détriment des autres? Merci. C'est une question politique à Nour personnellement. Si elle va diriger la majorité parlementaire du Liban. Non, je comprends, bien sûr. Oui. D'autres questions? Oui, madame. Deux petites questions rapides. La première, c'est j'ai lu dans l'Orient le Jour aujourd'hui que la France avait invité les Libanais, enfin un groupe international de soutien au Liban, à se réunir la semaine prochaine et donc en la présence de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Donc j'aimerais savoir votre avis sur ça et la dimension de manipulation qui pourrait être reprise derrière. Et la deuxième chose, c'est que vous avez dit que les politiciens n'étaient pas prêts à lâcher le gâteau. Et là, ça fait 2 mois que le soulèvement a lieu. Donc, qu'est-ce qui pourrait déclencher en fait cette transition? Parce que là, on a l'impression de faire un peu du surplace, et j'ai même l'impression qu'il y a une certaine démobilisation. Donc, juste pour que vous nous mettiez à jour. Merci. Parfait. Alors, à vous, Nour, si vous voulez commencer, et si Sarah et Alex souhaitent ajouter des choses. Ok, alors les questions se recoupent un peu sur cette question de transition. Alors, la transition, ce n'est pas une question de nom de personne. Pourquoi, quand on parle de ce gouvernement, même si on reste le président, même si Berri reste dans le Parlement, et le Parlement reste là, qu'il reste, c'est pas ça la question. La question, c'est un gouvernement dont la formation, on est clair que par les qualités requises dans les personnes qui le composent et le plan de travail qu'il va venir faire. Chose qui n'est pas encore en train de se faire. Les politiciens actuels sont encore dans la logique de qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que j'ai, comment on se divise, comment on calme les gens. Ils ne réalisent pas que l'imminence de la crise, l'effondrement nous touche tous, et ils sont encore malheureusement dans cette phase de déni, ou peut-être pas tous, mais je leur donne en fait... c'est pas déjà un groupe monolithique de tous, mais bref, ils sont tous d'accord sur de la préservation de ce système, et ils n'arrivent pas à voir qu'il est en faille, qu'il ne fonctionne pas. Donc, la question de ce gouvernement, les pleins pouvoirs seront dans ce gouvernement-là. Dans la technicité juridique, ils auront toutes les décisions que j'ai mentionnées, ça sera pris par ordonnance, donc des décrets-lois. Techniquement, techniquement, c'est que le Parlement préserve un droit de regard. Donc, alors, mais justement, c'est ça la question, c'est que et là l'importance de la rue, c'est en fait tout ce qui se passe, la mobilisation. Comment les politiciens vont comprendre? Il y a chance qu'ils comprennent, parce que les pouvoirs, ils le tiennent encore, selon moi et nous. C'est donc la pression, de ne pas cesser la pression, qui peut-être il y a une certaine démobilisation, mais il y a aussi certaines formes qui sont plus pointilleuses. Il y a une modification dans comment la pression se fait, mais il faut continuer la pression, et aussi peut-être que la pression économique elle-même leur fera comprendre aussi qu'il faut changer de logique. Mais donc c'est ça, le pouvoir reste dans les mains du gouvernement. Et si le gouvernement, on n'est pas d'accord, nous, en tant que peuple, si le gouvernement n'est pas à quelque chose qui ressemble à nos revendications, ça sera clair qu'on sera contre, comme tout ce qui a été fait, les propositions, même si c'est encore des manigances dilatoires un peu de la part des partis politiques. Concernant la question de l'alliance... je ne suis pas très sûre d'avoir très bien compris, mais clairement, en fait, je reprends la question de la légitimité.
En fait, dès le début, il y a des contacts, venez prendre un ministère de... Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est quel État on bâtit. C'est ça la question, comment, qu'est-ce qu'on est ensemble pour faire quoi? Pour bâtir cet État laïque, véritable, fort. C'est ça la question. Et donc, par exemple, pour les législatives, donc je peux prendre l'exemple au contraire des législatives qui ont eu lieu en 2018, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc il y a eu une véritable présence de cette entre guillemets société civile, même si je n'aime pas le terme, parce qu'on est en confrontation véritablement politique avec cette classe. Donc une vraie action politique populaire, anti-système confessionnel. Et c'est ça la question. Notre place, c'est là, toujours c'est là. C'est construire la légitimité de l'État démocratique. On a eu 1% de voix. Et c'est déjà pas mal, non? C'est la première fois qu'il y a eu une liste qui se présente dans tout partout. C'est la première fois, jamais, aucun d'eux ne peut adresser tous les citoyens. Cette liste l'a fait quand même dans une logique, dans une loi électorale construite sur mesure, comme l'a précisé M. Hassan. Et donc, quand même, il y a eu... Mais voilà, 1% c'est... Bon. Juste, je rejoins nous pour dire que le soulèvement ne doit pas s'arrêter là. Si on veut comparer un peu ce qui se passait en Tunisie après la révolution, il y a eu un gouvernement qui était pro-Ben Ali, mais il y a eu un autre soulèvement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Tunisie, on n'évoque pas les plusieurs soulèvements qui ont eu lieu. On évoque juste que maintenant elle est démocratique et tout. Il faut passer par cette phase-là de soulèvement constant, de vraiment, comme j'avais dit, une société dynamique et structurée. Alex. Juste concernant la démobilisation et l'invitation par la France avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. En fait, je dirais qu'il y a un problème, c'est la peur. Et donc pour moi, les deux questions sont liées l'une à l'autre. C'est qu'il y a certains partis politiques qui sont en train de jouer sur le fait de décrédibiliser les manifestants en disant qu'ils appartiennent à des mouvements qui viennent de l'extérieur. Et donc certains ont peur. Donc si vous êtes pour les mobilisations, pour les manifestations, donc vous êtes pour un projet américain, saoudien, émirati. Donc c'est ce que certains sont en train de dire pour que les gens aient peur et ne descendent plus dans la rue. Et personnellement, je trouve que l'invitation par la France doit être refusée par ceux qui sont dans la rue. Surtout si elle est soutenue par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Parce que ça va donner un prétexte. C'est pas ça. Ouais. Ça va donner un prétexte à ceux qui sont en train d'accuser les manifestants de faire partie de ces courants-là. Juste pour peut-être clarifier, ce n'est pas une invitation de la France par rapport à d'inviter des Libanais avec les Saoudiens et les Émiratis. Ce n'est pas ça du tout. En fait, la France va réunir des acteurs internationaux pour donner de l'argent, tout simplement, et pour utiliser la promesse de donner de l'argent comme moyen de pression pour former un gouvernement rapidement, qu'il soit efficace. Et donc, ce n'est pas une question d'inviter des gens de Beyrouth ou autres, de un. De deux, je pense que dans la rue au Liban, on a de loin dépassé cette question du chantage que vous êtes associé aux Américains, aux Saoudiens, aux autres. Nasrallah l'a utilisé les premiers jours, on l'a utilisé également. Les gens se sont moqués de cela dans la rue et ils ont dit que vous êtes les ambassades et vous êtes les représentants de l'étranger et ce n'est pas nous. Mais il y a peut-être encore une certaine catégorie des Libanais qui a toujours peur de tout ce qui est ingérence internationale. Maintenant, la question, le problème qui se pose, c'est qu'il y a toujours au Liban, chez les dirigeants, chez les gens qui sont au pouvoir, des illusions et des mythes, et en même temps, une volonté de considérer qu'ils vont être sauvés. Et souvent, ça marche. C'est-à-dire, il y a maintenant dans leur logique, c'est que le choix d'un certain candidat pour devenir Premier ministre, on dit que celui-là, il a de bons liens de business en Syrie, donc il va être candidat à un projet de reconstruction en Syrie qui va nous générer de l'argent. Okay? Ce même type-là, le monsieur, il a beaucoup de relations aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Donc il va reconstruire un lien avec deux monarchies du Golfe, que Hariri n'est plus aussi apprécié que son père ou que lui-même l'était avant. Donc il y a toujours des illusions et des calculs, non pas pour sauver le pays, mais pour survivre en tant que gouvernement quelques mois encore. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas au sérieux que le système financier peut s'écrouler et que les gens peuvent devenir violents dans la rue, non pas parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils ont faim. Et ils vont dévorer ceux qu'ils accusent d'être derrière cette faim. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils considèrent que non, la France va réunir
2-3 milliards par là, tel acteur va dépenser une petite somme par là, une reconstruction en Syrie va nous générer un peu d'argent, et on fait avec. Et puis on coopte 4-5 figures qui ont été sur des plateaux de télé au nom du soulèvement, soit des opportunistes, soit des gens qui n'ont pas une véritable représentation, mais qui parlent bien, qui ont été sur des plateaux. Voilà, hein, on a représenté le mouvement et le soulèvement, et ils considèrent qu'ils peuvent continuer avec. D'où je suis d'accord avec la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment avoir une transition avec ce Parlement et Berri à la tête, et Aoun en tant que président, avec au Liban quand même des prérogatives de la présidence qui sont très importantes. La seule possibilité, et qui n'est pas garantie non plus, c'est que former un gouvernement indépendant, et moi j'ai des réserves sur le terme technocrate, parce qu'on peut être technocrate et corrompu, on peut être technocrate et confessionnel, on peut être technocrate et l'homme de Berri et de Hariri et de Aoun et de tel. Et donc, et maintenant dans ce gouvernement, ils disent, chacun, on a un ministre politique et un technocrate. Donc ça ne change rien. On veut un gouvernement indépendant, capable de gérer une sortie de crise si cela est possible, mais avec une rue mobilisée d'une manière extraordinaire pour obliger le Parlement actuel et le président à coopérer avec ce gouvernement de transition. Sinon, ça va être extrêmement difficile et on va passer d'une phase à l'autre et le régime actuel, notamment ceux qui pensent dans ce régime, c'est-à-dire Hezbollah, compte sur l'essoufflement de la rue. Qu'avec le temps, des contradictions, la fatigue, la lassitude, il va commencer à pleuvoir. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Beyrouth et des régions hier et des inondations et des fleuves à l'aéroport. C'était le port de Beyrouth plutôt que l'aéroport, partout. Donc le temps, la lassitude, la gravité de la situation économique, la fatigue, les contradictions vont affaiblir la mobilisation. Et on va absorber. Et ce régime, par ailleurs, le système politique libanais a montré qu'il est capable à absorber et à digérer à plusieurs reprises les chocs. Il l'a fait en 1958, il l'a fait en 1975, il l'a refait après Taïf. Et il y a des gens qui pensent qu'il peut le refaire encore. D'où l'importance, et en même temps c'est extrêmement difficile, de maintenir la mobilisation dans la rue et de refuser tout compromis s'il n'y a pas un gouvernement indépendant capable vraiment de gérer une transition. Sinon, il n'y a rien d'irréversible dans le sens où ce qui a été fait au niveau du changement dans la culture politique, au niveau de cette mobilisation fabuleuse dans la rue, la présence des femmes et tout, va laisser des traces et va se reproduire. Ce n'est pas la fin. Mais sans une mobilisation qui dure pour les obliger à faire la transition, ils vont reprendre le souffle et ils vont essayer de digérer la semi-défaite ou la demi-défaite qu'ils ont subie. Et ils ont les moyens, ils ont le clientélisme. Et je pense que certains des amis et des camarades dans la rue qui demandent maintenant, qui réclament des élections parlementaires, commettent une erreur fatale. Parce qu'avec un système électoral qu'on ne contrôle pas, avec l'âge de vote à 21 ans, avec l'absence de contrôle financier des campagnes électorales, avec les médias et leur état actuel, ils peuvent gagner les élections et se redonner une légitimité. Et ça serait une erreur fatale d'insister sur cela. Et je me demande pourquoi eux, ils n'appellent pas à des élections. Peut-être parce qu'il y a un casse-tête de recréer les quotas dans les listes, mais pas plus que ça. Donc il y a beaucoup de défis, comme dans toute révolution, dans tout soulèvement. Et je pense que c'est dans ces incertitudes-là où il y a encore du potentiel et des possibilités. Mais comment les transformer d'une incertitude qui fait peur à une incertitude qui mobilise encore, c'est là où le défi réside, et je ne pense pas qu'on a des réponses claires. On est en train, tous de son côté, d'essayer de trouver des scénarios, des options, mais rien n'est sûr encore. Agnès. J'aurais une question sur un acteur dont on n'a pas du tout parlé, qui est l'armée. Alors quand j'étais à Beyrouth, certains disaient, mais finalement, est-ce que ça ne va pas être un gouvernement dirigé par l'armée, faisant référence à 58, Chehab, qui par ordonnance justement a gouverné pendant quelque temps. Est-ce que ça, c'est un scénario dont vous avez entendu parler, quel crédit vous pouvez apporter éventuellement à ça, face à une situation, si elle est complètement bloquée,
à une crise qui est quand même, elle est là, quoi, avec un risque quand même très grand, finalement, que des gens qui ont tout perdu parce que leur argent à la banque ne vaut plus rien, finissent par avoir très faim, et puis on peut avoir vraiment une situation insurrectionnelle très grave, et du coup, quid de l'armée dans ce paysage? Moi, je veux juste soulever un point que j'aimerais que la discussion porte dessus, c'est un peu ce gouvernement indépendant, et merci pour cette précision, ce gouvernement indépendant, quelle serait sa position vis-à-vis des problèmes régionaux? Parce que de toute façon, il va confronter des questions immédiates de relations avec la Syrie, de relations. Et là, il y a des réponses, et il faut même que ça émane et que ça devienne forte, ces réponses. Autrement, on va dans le vide. On ne peut pas rester dans une problématique interne. Et qu'on a la réponse déjà, la première réponse, c'est qu'on raisonne libanais, ce qui correspond avec un peu ce que réclame le peuple. J'aimerais que la dimension de relation avec l'extérieur soit précise. Parfait. À vous les camarades, les amis qui souhaitent contribuer. Merci. Yalla Nour. Ok, je commencerai par ici. Effectivement, une vision politique réelle globale ne délaisse pas de côté le rôle que le Liban joue et que l'extérieur joue sur le Liban depuis tout temps. Donc, dans cette logique-là régionale, pour citoyens et citoyennes dans un État, voilà, c'est très clair que l'extérieur, les rapports avec l'extérieur, c'est des négociations réelles, et il faut voir le prix que les offres financières qu'on voudrait nous donner, à quel prix, quelles conditions, est-ce qu'on veut nous imposer ça, est-ce qu'on peut supporter ou pas. Bien sûr, si on arrive avec un audit, avec une balance pas très pesante, on peut être plus fort dans la négociation, le plus on perd, le plus on est faible. Mais la logique qui gouverne la négociation, c'est clairement, c'est des États extérieurs, et c'est des États, et nous sommes l'État libanais. Donc ça, c'est quel Liban? Alors un Liban, voilà, laïque, dans lequel, oui. Par rapport à alors, oui, mais dans ce cadre-là, je pense que ce n'est pas des positions, les relations avec l'extérieur, c'est pas des positions idéologiques ou des positions d'amour, on aime, on n'aime pas. C'est des questions très rationnelles qui supposent des conséquences. Donc on peut avoir une tension avec un État X aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui le justifient, qu'au cours de la tension soit plus ou moins poussée, plus ou moins pas, ça dépend de véritables négociations. Mais juste, je précise que dans cette dimension-là, il y a Israël qui, pour nous, c'est véritablement, il y a une situation d'hostilité parce que le projet d'un État qui légitime son existence par le caractère communautaire, qui légitime son existence par la division des sociétés adjointes sur les bases confessionnelles, ça atteint notre propre légitimité comme État. Et donc c'est une réelle position d'hostilité. C'est pas un slogan et c'est pas une question de petite terre disputée. C'est vraiment une question sur le fondement du projet sioniste impérialiste que la situation en Israël aujourd'hui incarne. Donc ça, c'est par rapport à l'extérieur. Pour l'armée, juste, je pense que les Libanais, ils ont du respect envers l'armée, mais ils n'ont pas confiance en l'armée. C'est surtout la guerre civile qui a fragilisé leur statut. Et encore, lorsqu'on a parlé de la guerre en 2006, on pensait à Hezbollah contre Israël, on ne pensait pas à l'armée libanaise contre Israël. Et c'est pour cela, en fait, je pense que le statut de l'armée il est un peu fragilisé au Liban. Et déjà, le chef maintenant de l'armée, Joseph Aoun, il est proche du président, donc je sais pas, je pense pas qu'il va prendre le relais. Et je ne sais pas si quelqu'un a d'autres avis. Et au cas où il le fait, il le ferait, je dirais, au nom de ceux qui sont en train de diriger le pays actuellement, d'une manière un peu plus dissimulée. Et pour rebondir sur la question de la politique étrangère libanaise, c'est pour ça que j'ai parlé de reconstruction d'une identité nationale pour pouvoir avoir une politique étrangère basée sur l'intérêt national libanais. Bien évidemment, il faut prendre en considération les enjeux régionaux et l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société libanaise. Mais après, il ne faut pas toujours rester dans cette désétatisation et régionalisation de la politique étrangère libanaise. Donc ça a mentionné maintenant la guerre de 2006, qui a été menée par un acteur non étatique et pas par l'État libanais en soi, d'une part. D'autre part, cet acteur non étatique est géré lui-même par d'autres acteurs régionaux que sont l'Iran et la Syrie aussi.
Et donc pour construire une identité nationale libanaise, il faut vraiment pouvoir faire face à ces sous-identités communautaires et politiques au Liban pour pouvoir avoir un projet politique, une politique étrangère dont l'intérêt est celui du Liban, de la population libanaise et pas d'autres acteurs qui ne sont pas vraiment libanais, mais que certains acteurs libanais en profitent. Je veux rajouter que la politique étrangère de ce gouvernement indépendant qui va être constitué, certainement, elle va pas être, comment dire, on va pas la dévoiler d'une manière, c'est-à-dire à travers le ministère des Affaires étrangères. Ça va être dévoilé d'après la gestion de certains dossiers délicats comme le pétrole, le gaz, parce que comme vous savez maintenant il y a une négociation sur les frontières entre Israël et le Liban et la propriété de certains gisements, oui. Oui, pour les gisements. Et donc, je pense indirectement qu'on va dévoiler cette politique. Ça correspond à une identité en construction, en fait. Deux dernières questions. Ouais, les Raymond a fait l'erreur de me demander de modérer. Étant libanais moi-même, je suis frustré, je tremble, j'ai envie de parler encore. Mais je vais vous donner toutes les deux, si vous permettez, les questions. Oups, j'ai oublié que j'ai le micro. Ouais, pardon. Hala et madame. Et après, Merci. je veux parler. Non, je veux revenir à ce que tu as dit. Non, par rapport à ce que Nour a dit, tout à l'heure, tu as dit, moi, j'aime pas l'expression société civile parce que tout est politique. Et quand on parle seulement laïque et civil et tout ça, c'est pas du tout politique. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire quand on rêve d'aller et gouverner et d'aller au pouvoir, il faut vraiment avoir un programme politique. Et moi, en tant que Syrienne, je suis très triste parce que chaque fois j'ai l'occasion, je dis, et la Syrie, elle est où dans ce mouvement au Liban? Parce qu'on voit les mêmes slogans, on voit les mêmes chansons, on voit même les mêmes gestes et les danses et tout ça de la Syrie des premières 2 années. Et la réponse me vient toujours, non, la Syrie va casser le mouvement et va de nouveau déchirer cette unité dans la rue. Et moi, je trouve ça vraiment triste et scandaleux aussi, parce qu'il faut réfléchir. Pourquoi? Il faut apprendre. J'ai vu que vous avez beaucoup appris de la Syrie dans le sens positif. Mais pendant 8 ans, les yeux étaient fermés et le dos était tourné. Et là, il est temps de regarder vers cette expérience, vers cette tragédie, ses voisins, cette sœur, la Syrie, et demander pourquoi on a eu ça et à cause de qui, à cause de quoi. Et puis en même temps, penser ensemble. Maintenant, moi, je réagis pour le Liban vraiment comme si c'est la Syrie. J'ai ce sentiment c'est-à-dire d'engagement et d'espoir. Et je pense, comme tout à l'heure, ou ce matin, tout à l'heure, il y a eu cette idée que si le Liban réussit à faire un pas, c'est pour nous aussi. Donc on ne peut pas aller plus loin sans regarder un peu vers la Syrie d'abord, et puis vers tous les autres pays arabes où il y a eu des révolutions qui ont échoué ou qui ont réussi d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment nécessaire et indispensable, je pense. Okay. Madame, dernière question. Moi, c'est par rapport aux Palestiniens. Je voulais savoir si dans les slogans, enfin dans les revendications, on parle de leur statut, c'est-à-dire le droit à la propriété, qu'ils n'ont pas, le droit d'exercer certaines professions qu'ils ne peuvent pas, enfin, et d'autres droits, quoi. Parfait. Qui souhaite commencer à répondre? Pour les Palestiniens, je pense qu'en fait, on assiste, l'État n'existe pas, les inégalités sont éclatantes dans toutes ses formes, pas seulement économiques, mais aussi minoritaires, sociales. Et donc, je pense que, comme l'a présenté M. Majed au début, que dans les revendications, on a vu des revendications pour les réfugiés, on a vu des revendications pour même l'idée de la revendication pour la femme, c'est parce que aussi c'est une forme d'inégalité. Donc, en ce sens-là, il y a un mouvement vers
une réappropriation vers une volonté de revendiquer l'égalité pour tous. Et donc c'est pour cela qu'on dit que nous, on veut un État. La fonction de l'État, c'est d'éliminer les inégalités, comme Rousseau, comme Locke, c'est ce qu'ils disent, et c'est ce qu'on vit actuellement. Et par rapport à la question de la Syrie, et en fait, oui, c'est ce que nous pensons, que si on arrive à construire un État comme ça au Liban, ça sera une autre façon de raconter l'histoire. On n'est pas seulement... On subit ce que l'extérieur veut. Déjà, nous, on peut faire, on a des ressources, on est capable de construire notre histoire. Mais surtout, c'est aussi un exemple ça pourrait être, au lieu de voir les déchirures des autres pays et d'avoir tellement peur et qu'on va aller nécessairement... C'est un risque, bien sûr, on n'est pas naïf, on sait que ça existe. Si on arrive à construire cet État, ça sera peut-être surtout l'effet inverse, c'est qu'on a finalement un État laïque, le véritable État laïque dans cette région depuis tout temps, et que peut-être ça pourrait aussi inspirer et avancer les choses dans les autres pays, parce que aussi c'est des sociétés, aussi c'est des individus, c'est pas des questions identitaires. On veut reconstruire une unité dans le sens où on est une société qui fonctionne ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas dans les autres sociétés qui nous entourent des sociétés humaines aussi. Parfait. Sarah. Oui. Juste concernant les droits des Palestiniens, déjà, oui, vous voyez que les gens ils demandent que les Palestiniens aient au moins le droit de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler au Liban. Et moi, je me pose la question, est-ce que si les Palestiniens auront le droit de travailler, peut-être on ne se pose même pas la question de leur confier la nationalité. Pour eux, ils veulent travailler, ils veulent gagner leur vie. Donc, pour moi, c'est déjà, comme Valérie dit, qu'il y a un progrès au niveau des droits des Palestiniens. Dans les slogans. Oui. Ouais. Moi, j'ajouterais juste, je rejoins Nour dans ses propos pour dire également, donc vous avez parlé de l'expérience des pays voisins, mais je dirais également l'expérience dans l'histoire. Si on voit la France avec la Révolution française, il y a eu une période d'instabilité juste après, la République de terreur par exemple. Et cependant, la France a réussi à dépasser ces problèmes-là. Et donc, il faut savoir que même si le Liban va passer par une période encore plus difficile, il faut reconstruire l'État libanais, la nation libanaise, pour pouvoir après avancer et progresser. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment avoir plus d'espoir, il faut toujours se mobiliser pour ça et rester optimiste. Merci. Alors, 3 commentaires pour conclure. Revenir à la question de Agnès Levallois. L'armée libanaise, c'est un sujet assez délicat en fait au Liban, à la fois parce que l'armée c'est le miroir de la société libanaise. Il y a des centres de pouvoir au sein de l'armée, même si le commandement a toujours essayé de centraliser, mais il y a des loyautés parfois. On dit par exemple que Hezbollah est très influent au niveau de l'armée, au niveau de ses services de renseignement, que les Américains sont assez influents au niveau de l'armée, parce que l'équipement de l'armée et la formation des généraux, elle est plutôt américaine. Heureusement que dans l'histoire du pays, l'armée n'a pas été un acteur politique, comme ce fut le cas dans la plupart des pays arabes. Mais depuis quelque temps, quand même, il y a une tendance, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, que le chef de l'armée soit candidat. L'épisode où la phase de Fouad Chahab, qui était un accord entre Nasser et Eisenhower suite à la mini-guerre civile de 1958, ne s'est pas reproduit après. Mais si on regarde depuis 1988, Aoun a été candidat à la présidence, chef de l'armée, puis Émile Lahoud, chef de l'armée, est devenu président de la République, puis on a violé la Constitution pour lui renouveler son mandat. Après Émile Lahoud, Michel Sleiman, chef de l'armée, est devenu président, pardon. Aoun est revenu en tant que président, et Joseph Aoun, qui est le chef de l'armée, est un candidat potentiel à la présidence, et il n'est pas proche de Aoun du tout. En fait, il est très opposé à Joubran Bassil, qui est l'autre candidat fort de la présidence. Et Aoun et Hezbollah ont accusé Joseph Aoun d'avoir facilité les manifestations les premiers jours, qu'il n'a pas exécuté les ordres, de ne pas permettre de couper les accès, les chemins, et qu'il a permis aux manifestants d'installer à Tripoli, à Beyrouth. Donc c'était leur accusation, et il y a eu un conflit au début, ce qui l'a poussé quand même à plus tard revisiter un peu sa politique. Et de toute façon, selon la constitution libanaise, il est sous les ordres de la classe politique, et notamment du président de la République. Mais on voit que l'armée, elle est un peu mal à l'aise par rapport à ce qui se passe, et je ne pense pas qu'il est très triste
Joseph Aoun en entendant Hela Hela Ho, qui est une chanson d'insulte à Joubran Bassil, parce que c'est son rival dans un sens direct, sans pour autant se transformer lui-même en acteur politique, parce qu'il a quand même le cadre constitutionnel important. Et les États-Unis, leur seule ingérence pour le moment était par rapport aux 100 millions de dollars qu'ils avaient gelés. C'était un don à l'armée, puis ils l'ont accordé finalement. Mais à part ça, jusqu'à maintenant, l'armée essaye d'éviter des grands affrontements avec les gens dans la rue, tout en exécutant quand même la décision d'ouvrir les accès routiers. Pour la question qui est beaucoup plus délicate de la politique étrangère, et je suis tout à fait d'accord que c'est un casse-tête, c'est en fait la question épineuse, parce que et je trouve que c'était très sage de la part de la majorité de ceux qui ont investi les rues ces derniers temps de ne pas évoquer la question des armes de Hezbollah. Parce qu'à la fois, ils n'ont pas les moyens de modifier cette donne, c'est une question régionale, et parce que ça peut rendre Hezbollah encore plus agressif dans la contre-révolution, si on veut la qualifier ainsi. Mais en même temps, pour reconstruire une politique étrangère, on ne peut pas éviter cette question, vu les conséquences régionales, que ce soit la source de ces armes-là, ou même l'impact que ces armes peuvent avoir sur le déroulement du processus interne au Liban. Et n'en parlons pas de l'usage de ces armes en Syrie même pendant presque 7 ans. Donc c'est une question qui va être posée. Mais je pense aussi qu'avec l'expérience qui peut être acquise et que certains commencent à montrer, on peut l'aborder d'une manière non conflictuelle. Il y a des garanties peut-être qui peuvent être accordées à Hezbollah par rapport à la position régionale du Liban, par rapport à le seul consensus existant, même si chez certains il est obligatoire, disons, c'est le consensus par rapport à Israël. Et pas seulement parce que pour certains il y a la question idéologique ou la question par rapport au sionisme, à l'impérialisme, etc. Mais il y a aussi tout simplement le droit international. C'est un État qui viole le droit international, qui occupe des territoires. On a une solidarité historique, politiquement parlant et éthiquement parlant, avec les Palestiniens, et ça doit continuer. Pour le reste, il faut cas par cas. La Syrie, qui est l'autre cas le plus difficile, et là je tenterai de répondre un peu à Hala, à Abdallah, c'est aussi un problème entre les Libanais, c'est vrai. Il y a des Libanais qui soutiennent le régime syrien pour différentes raisons, et il y a des Libanais qui s'opposent au régime syrien, et il y a maintenant peut-être une troisième catégorie de Libanais qui ne se sentent pas concernés par le massacre à ciel ouvert qui se déroule à 2 heures en voiture de Beyrouth. C'est une réalité libanaise aujourd'hui. On peut la condamner, et personnellement, je la condamne. Mais elle va faire partie d'une entente, d'une certaine négociation, à travers laquelle un gouvernement indépendant ne pourra pas se positionner clairement par rapport à la Syrie, mais ne normalisera pas avec le régime syrien non plus. Un régime accusé par des organisations internationales, par les Nations Unies, par jusqu'à maintenant, jusqu'à nouvel ordre, la Ligue arabe, d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Liban ne doit pas normaliser avec lui. Si, jusqu'à maintenant. D'accord, les Émirats, qui d'autre? Et le Bahreïn, qui d'autre pour le moment? Oui, et de toute façon, ni les Émirats, ni le Bahreïn ne sont des. On peut dissocier ce point. Non, moi personnellement, je le dis. On trouve un consensus avec... Oui, mais le consensus avec moi, Hassan, moi je suis pour le soutien de toute forme de résistance civile comme militaire à la barbarie assadienne. Le compromis avec moi entre ceux qui soutiennent cette barbarie-là, c'est de ne pas se mêler de la Syrie officiellement. C'est pas de normaliser avec... Moi je refuse que le Liban normalise avec des génocidaires comme la famille Assad et ceux qui les soutiennent. Maintenant, il y a d'autres Libanais qui n'ont pas de problème. Je comprends. Je ne veux pas une guerre civile avec eux qui vont de toute façon gagner. Donc, j'évite cette question. Mais le Liban, au niveau de la neutralité entre les camps arabes, je suis pour une neutralité entre l'Arabie saoudite et l'Iran. 2 États non démocratiques, 2 États d'oppression et 2 États de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Je suis pour une neutralité entre les deux. Je ne suis pas pour l'Iran ni pour l'Arabie. Donc il faut trouver des compromis qui nous réunissent. Maintenant, je comprends la tristesse de Hala et je la partage, mais en même temps, si je veux penser pragmatiquement, amener la question syrienne aujourd'hui comme une question principale dans le soulèvement va créer des lacunes et des faiblesses. Ceci dit,
Ce que je remarque personnellement et ce qui me réjouit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle révolution arabe, je parle de l'Algérie, je parle du Soudan, je parle de l'Irak et maintenant du Liban, il y a moins de théories de complot par rapport à ce qui s'est passé en Syrie. Nos amis algériens, pendant très longtemps, que ce soit au niveau de la rue ou des élites, il y avait beaucoup de théories de complot par rapport à la Syrie, que les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, on oubliait le peuple syrien. Il n'y a pas de peuple syrien, il n'y a que la géostratégie, il y a les pipelines de Mélenchon et il y a les Américains. Maintenant, dans la rue algérienne, on entend beaucoup moins ça, parce qu'ils sont confrontés à la situation que les Syriens ont vécue 2 ans avant la lutte armée et puis la catastrophe guerrière. La même chose en Irak. Et la même chose au Liban. Le nombre de gens qui me surprennent sur Twitter, sur les réseaux sociaux et dans la rue par rapport à la Syrie n'est pas négligeable. Mais est-ce que ça reste un malaise libanais? Oui, ça reste un malaise libanais. Est-ce que certains Libanais se sont battus et sont morts en Syrie pour sauver ce régime et pour se sauver eux-mêmes aussi, dans leur logique et dans leur axe régional? Donc c'est un problème libanais qu'on ne peut pas ignorer. Et ceux qui sont pour la révolution syrienne ou ceux qui restent survivants de cette révolution au niveau de ses valeurs, au niveau de sa volonté, l'expriment. Et ceux qui ne le sont pas, heureusement qu'ils ne le font pas non plus dans l'autre sens. Mais tu n'entendras jamais un slogan pro-Assad dans ce soulèvement-là. Et en même temps, on ne peut pas leur demander d'insulter Assad dans le soulèvement parce que ce n'est pas leur priorité pour une grande partie. Et les slogans, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'inspiration des mêmes slogans syriens, parfois même l'accent, y compris les solidarités entre les villes, y compris l'Achouch qui est présent place Riyad Salah, y compris les jeunes femmes militantes qui prennent les mégaphones et qui sont des militantes pour la révolution syrienne depuis des années et des années et qui dirigent aujourd'hui certaines manifestations. Il y a cette proximité-là, mais elle ne peut pas devenir politiquement parlant une priorité parce que c'est un sujet vraiment qui crée des clivages. Mais avec le temps, je pense que beaucoup plus de gens réalisent le crime qui a été commis contre le peuple syrien pendant 8 ans et qui a aussi mené 1 million de Syriens vers le Liban, qui vivent comme les Palestiniens depuis 1949, avec la discrimination au niveau du travail, au niveau des couvre-feux, au niveau des camps illégaux dans lesquels ils se trouvent et où on leur prend de l'argent pour loyer la tente et la petite construction, à plusieurs niveaux. Et ça, avec un état de droit et de droits de l'homme, et avec les nouveaux slogans que cette nouvelle génération est en train d'imposer sur les droits de l'homme, contre le racisme, pour les femmes, les travailleuses sri-lankaises, et pour les domestiques qui sont aujourd'hui les premières victimes de la crise économique. Parce que soit on ne leur paye pas en disant qu'on n'a pas encore été payé, et ils sont à domicile, ils continuent à travailler dans l'esclavage moderne qu'on a, soit ils leur payent maintenant en livres libanaises. Et elles, les Sri-Lankaises, les Philippinos, les Éthiopiennes et les autres, tout ce qu'elles gagnent, elles les envoient aux familles. Elles gardent $20 et elles envoient les $130 au pays. Avec les taux d'échange aujourd'hui, elles envoient $80. Donc pour elles aussi, c'est une catastrophe. Et dans les manifestations, il y a des slogans qui sont destinés à ces femmes-là, en leur disant que nous sommes avec vous et que la discrimination et le système du kafil, il est rejeté. Le kafil, c'est comme dans les monarchies du Golfe également. Pour commencer, pour être là, il faut quelqu'un de garant, de caution, qui peut lui prendre son passeport, qui peut lui demander une commission sur ce qu'elle gagne, etc. Donc il y a une révolution éthique à ce niveau-là, de droits humains. Encore une fois, est-ce que le succès après pour changer les choses est garanti? Non, il n'est pas garanti, mais cette volonté-là ne va pas s'éteindre. Elle est là, elle est une réalité dans la rue, dans les slogans, dans les discussions publiques, dans les agoras. Ça va prendre du temps. Et les 1% en 2018, avec d'autres formations aussi, avec d'autres nouvelles initiatives, avec peut-être une nouvelle culture politique, peuvent devenir 10%, 15%, 20% et peut-être plus. Mais quelque chose a commencé au Liban. C'est vraiment un début d'un processus qui va avoir des hauts et des bas. Et pour ne pas prendre l'exemple de la Révolution française, 100 ans, c'est un peu trop pour le Liban aujourd'hui. De 1789-1904, finalement, les choses deviennent claires et concrètes. Mais disons 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais quelque chose a commencé certainement. Et j'espère qu'on va pouvoir en discuter encore
on peut ne pas être tous d'accord sur tout ce qui a été dit. On va prendre un café ou un verre quand tu veux. Pour, il y a des nuances simplement. oui, d'accord. Oui.